Alors, je voudrais qu'on applaudisse les jeunes de Media School qui participent ce matin à notre rendez-vous. Ils ont également leur point de vue sur la proximité, vont le partager avec nous. Nous avons voulu rapprocher une sémiologue et un économiste. Voici Mariette Darigrand et Gilles Babinet. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Mariette Darigrand, vous dirigez le cabinet des faits et des signes. Vous êtes aussi, vous avez créé le blog L'Observatoire des blogs. Vous êtes blogueuse en fait, maintenant aussi. J'ai créé l'Observatoire des mots. C'est les mots, que j'observe. Voilà. Parce que moi, j'ai écrit des blogs sur ma fiche, donc je lis des blogs, mais c'est l'Observatoire des mots. Vous êtes chroniqueuse, vous êtes aussi chargée de cours à Paris 13. Vous êtes spécialisée dans l'analyse du discours médiatique. Gilles Babinet, vous êtes entrepreneur, vous et également Digital Champion, right, de la France auprès de la Commission européenne. Ça claque, mais c'est quoi? C'est simplement faire une connexion entre la société civile et la Commission. La Commission est l'idée de se dire, on parle surtout à des gouvernements, il faut aussi qu'on parle à des entrepreneurs, à des gens qui font l'Internet. Vous êtes donc responsable des enjeux de l'économie numérique, chargé de promouvoir ces avantages d'une société numérique en France, et vous êtes aussi toujours vice-président du Conseil national du numérique. Je confirme. Mariette, on va faire un peu de sémantique. Le mot proximité, on a l'impression qu'il s'est complètement régénéré ces dernières années. Oui, alors c'est très amusant parce que quand on observe comme moi les mots du temps, on les voit prendre des couleurs ou partir aux oubliettes. Et proximité était parti aux oubliettes de l'histoire. C'était vraiment un vieux mot, un mot terni. Et il s'est, un peu comme les vieux films, si vous voulez, recolorisé dernièrement. C'est tout à fait intéressant pour nous parce qu'on va voir comment, justement, ces couleurs, dans quel sens elles vont aller. Alors, il s'est recolorisé. On peut prendre 3 mots, peut-être oui, pour le raconter. Le mot local, d'abord. Voilà, donc la première source lumineuse sur laquelle proximité est allée se déployer et se régénérer, c'est effectivement le local. Ça a été déjà un peu expliqué. Local aussi, c'était un vieux mot sans grand intérêt ou très administratif comme proximité, hein, collectivité locale. Mais ça nous est revenu par les États-Unis. Local farmer, par exemple, c'est un anglicisme. Quand nous parlons de local aujourd'hui ou quand nous disons que nous sommes des locavores, eh bien, nous faisons du globish. Et du coup, la notion de proximité, c'est à cette source-là, complètement modernisée. Et autrefois, quand on disait, mettons, épicerie de proximité, commerce de proximité, ça avait un petit goût de province. Alors qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle plus de province, on parle de territoire. Et donc, la proximité au sens de la consommation locale de légumes, ça passe beaucoup par l'alimentation au départ, hein, mais c'est aussi aujourd'hui les cosmétiques ou d'autres formes de consommation, eh bien, à ce moment-là, vous avez une régénération incroyable. Pour moi, c'est le syndrome du haricot vert. C'est-à-dire? Eh bien, il y a 10 ans, vous aviez envie de manger un haricot vert du Kenya en plein hiver. Et puis le pauvre haricot vert est devenu alors vraiment le symptôme de tous nos maux. Pesticides, impact carbone, etc. Et du coup, il faut que votre haricot vert soit d'Île-de-France ou de Landes du Sud, etc. Donc ça, c'est vraiment dans nos têtes un renversement complet qu'il va falloir... Nous ne sommes qu'au début de cela, hein, mais il va falloir suivre et ça va être très intéressant parce que la proximité arrive à encapsuler un paradoxe très, très générateur de sens comme si l'exotisme aujourd'hui était de proximité, vous voyez. Alors, deuxième mot, il y en a 2, en fait, ça serait la proximité affective. Oui, bah bien sûr, la vieille expression « mes proches », c'est magnifique, c'est un très vieux mot. Et simplement, ça s'est étendu aujourd'hui, non seulement mettons, à la famille, mais la famille elle-même est devenue la famille, le cercle d'amis. C'est la communauté. Proximité va avec communauté, un mot aussi très positif aujourd'hui. Mais il faut aller loin dans le... On en a déjà un peu parlé dans la première table ronde, j'étais sensible au fait que le mot humanité est sorti aussi, c'est-à-dire que nous allons aller très loin dans l'affect pour rester des humains en quelque sorte. L'être humain ne peut pas vivre autrement qu'à l'échelle humaine. Ok, il y a la mondialisation. Ok, nous allons tous les jours nous demandent de partir très loin et nous le faisons par le digital. Hein, vous allez sûrement en parler mieux que moi, mais nécessairement, plus nous allons loin et plus nous devons aussi, là encore une sorte de paradoxe, nous inscrire dans un cercle de proches. Troisième mot, c'est la responsabilité. Alors ça, c'est encore plus nouveau. Et je dirais que c'est
pratiquement ce qu'on appelle la génération climat qui nous pousse. Nous vivions depuis une trentaine d'années dans l'urgence permanente et dans ce que les historiens du contemporain appellent le présentisme. Tout de suite, tout, voilà. Dans le média, on voit bien hein, les ravages parfois d'une forme d'actualité qui nous met le nez dans l'instant présent. Et le temps long avait disparu. Or, le temps long est revenu 2030, 2040, 2050, 2060 par la question du climat. Donc, la proximité, elle est aussi dans le temps. Avec là encore un paradoxe vraiment intéressant, c'est-à-dire que ce temps long, c'est demain matin. Et alors dans les trois cas, local, proximité affective, responsabilité, la proximité induit une tension positive. Oui, quand vous avez, pour savoir si un mot va se développer, pour l'instant la proximité est là comme concept, mais pour être sûr qu'il est un concept clé qui va se développer, en général c'est que ces mots-là sont capables d'articuler des choses contradictoires, ils sont oxymoriques comme on dit, c'est-à-dire il y a des tensions qui sont en jeu et nous allons voir comment ça va faire, si vous voulez, des images, des métaphores dans les moments à venir. Donc pour moi, comme observatrice, vraiment la proximité est un mot à suivre. Gilles Babinet, je me fais l'avocat du diable, on parle de proximité, on veut de la proximité, on veut toujours plus de proximité. Est-ce que ce n'est pas une quête qui est en train de devenir vaine dans un monde, au contraire, de plus en plus globalisé ? Oui, il y a ce double phénomène qui est absolument passionnant, c'est-à-dire que si on se met un peu dans une perspective historique, il y a 30 ans, quand on a commencé à voir la globalisation, on a eu un certain nombre d'acteurs, je pense à Francis Fukuyama, qui ont parlé de la fin de l'histoire. En disant, en fait, tout ce que vous avez connu, le monde local, etc., tout ça, ça va disparaître. Et c'était une affirmation très forte, qui était très politiquement portée. On voit bien que c'est vrai à certains égards, mais c'est en train de devenir complètement faux, comme vous venez de l'évoquer. Et je pense qu'il y a à la fois une vraie lecture technologique et aussi une culture hegelienne, historique, politique à comprendre. C'est que je voudrais juste prendre une minute pour remettre ça dans son contexte. Ce qu'on a voulu, c'était quoi ? C'était abattre l'URSS. Et pour ce faire, l'agenda conservateur, arrivé au pouvoir dans les années 80, s'est dit, finalement, si on globalise le monde, on va pouvoir être plus fort qu'eux et on va gagner par rapport à eux. C'était très, très présent. Qu'est-ce qui a emmené ça ? En fait, c'est la technologie. C'est que les banquiers sont allés voir les acteurs de la révolution conservatrice en leur disant, on a Internet qui est en train d'arriver, on a le fax, on a tout ça, et on est capable de faire des effets de levier sur l'argent qui sont extraordinaires. Et on va vous faire entrer dans une nouvelle ère si vous nous laissez faire. Et c'est ça qui a porté l'agenda conservateur. Et donc cette globalisation, elle a été extrêmement efficace. Elle a d'ailleurs mis à bas l'Union soviétique telle qu'on la connaît. Et on s'est mis à rêver. On a eu Wikipédia, on a parlé d'un monde extraordinaire où finalement le monde serait tourné vers des idéaux communs. Ça, c'est vraiment Fukuyama. Mais on voit bien qu'il y a une fragmentation qui est arrivée en même temps, les fake news, toutes ces choses-là. Et ça, c'était pas prévu dans l'histoire. Et c'est en train de devenir extrêmement dominant. On a toujours une lecture compliquée de ce phénomène-là. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que des attracteurs qu'on considérait qui étaient faibles sont devenus forts à Internet. C'est-à-dire que si vous êtes un conspirationniste, il y a peu de chances que vous en trouviez un dans la maison d'à côté de chez vous. Mais sur Internet, vous allez le trouver. Alors, est-ce que ça veut dire que, donc, paradoxalement, Internet a contribué à rapprocher les gens, mais vous dites en même temps que c'est en train aussi de vaciller, cette espèce de proximité un peu artificielle, non pas artificielle, mais virtuelle, de toute façon? Oui, alors on va y venir. Il a créé des vraies proximités locales. Le phénomène des Gilets jaunes en est un. Mais il a aussi créé des proximités ubiquitaires qui s'affranchissent complètement du territoire, je ne sais quoi. Et donc, il a rapproché des gens sur des spectres d'idées avec une efficacité qui est redoutable aussi bien pour ce qui est de faire les révolutions arabes que pour nous faire croire que les Twin Towers sont tombés dans le cadre d'un complot qui n'est pas celui que l'on connaît. Donc ces phénomènes sont aussi inquiétants parce qu'ils renforcent considérablement les populismes, on le voit absolument partout, mais ils ont aussi quelque chose qui, je crois, est assez fort, c'est qu'ils peuvent faire émerger des principes de proximité qui, là aussi, sont technologiques. Tout à l'heure, j'entendais des gens qui faisaient du commerce,
qui vous expliquait qu'il se rapprochait des territoires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes à un Carrefour, pour prendre une énorme marque, eh bien, auparavant, vous faisiez des hypermarchés parce que c'était moins cher. Les flux logistiques, vous les massifiez et ça vous permettait d'amener des produits moins chers. Maintenant, la technologie est tellement efficace qu'arriver à mettre une cagette de radis qui viennent du coin dans un camion, c'est le même coût unitaire de traitement de l'information que de faire venir 10 tonnes du Kenya. Voilà. Et ça, ce phénomène-là, moi je discutais avec Jean-Dominique Sénard, l'ancien patron de Michelin, il disait, en fait, on va vers un monde où auparavant on avait une usine pour toute l'Europe, un monde où on va avoir une usine pour la France du Sud, une usine pour la France du Nord. Et ça, c'est un phénomène technologique extrêmement fort qui nous pousse aussi à repenser complètement les flux et à redonner une très très grande puissance au territoire. Mariette ? Oui, ce que vous dites est vraiment intéressant pour les marques, hein, pour les entreprises, parce que ça prouve que les grandes utopies évolutionnistes, où on ne demande pas leur avis aux gens, à la personne, ne marchent pas. C'est-à-dire que sous l'angle du temps, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire avec sa grande H, comme disait Georges Perec, et puis il y a le besoin humain de ne pas varier, de rester des humains, d'avoir toujours envie de manger bien, d'avoir toujours besoin des autres, d'avoir peur de la mort, d'avoir besoin d'amour. Ce temps anthropologique, c'est ça que nous redécouvrons au premier quart du XXIe siècle, c'est-à-dire, ok, il y a la grande évolution, le grand progrès, toujours plus de mondialisation, et puis il y a la limite de l'humain qui fait aussi son extrême richesse. Et proximité est vraiment le mot qui aujourd'hui encapsule les deux dimensions. Pour conclure, Gilles Babinet, la tendance, vous parliez donc évidemment de ce nécessaire besoin de repli, même via Internet, hein, sur soi, sur ses amis, sur une communauté virtuelle, etc., mais aussi d'Internet qui se fragmente chaque jour un peu plus. Alors la tendance, comment voyez-vous ça dans les années qui viennent ? Oui, alors on peut jouer à se faire peur. Moi, je suis un optimiste, mais effectivement, on observe une fragmentation de l'Internet qui était en train de se renforcer par l'impulsion politique, entre guillemets, qu'a donné Donald Trump avec cette volonté d'isoler la Chine, voilà, quel que soit le jugement qu'on puisse y porter. Et je pense que Fukuyama est en train de s'éloigner à très très grande vitesse. Effectivement, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. La révolution conservatrice est un échec. Encore hier, je lisais le résumé du discours de notre président de la République qui était à l'OIT et qui disait « Ok, il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Les distorsions qu'on a créées sur le plan économique sont en train de nous détruire. » Et je crois que c'est ce qu'on constate. Même l'école de Chicago, qui était vraiment les porteurs de cette vision-là, est en train de revenir là-dessus. Et puis en plus, c'est très porté par ce que vous disiez, par l'environnement. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement qu'il y a un sens, au-delà de l'anthropologie, à revenir au local. Et donc, je crois que c'est extrêmement fort. Ça correspond à quelque chose qui est probablement très intime, qui est le fait que, finalement, au-delà de cette globalisation, ce que je connais depuis des millénaires, voire au-delà, c'est les gens que je touche, avec qui j'échange, etc. Et on ne peut pas nier ça, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas être marxiste à un sens où on dit il y a une raison scientifique qui va dépasser l'humanité. Et donc je crois que on est obligé de tenir de cette dimension en compte. Et finalement, c'est une dimension qui est profondément humaine parce qu'elle dépasse notre lecture rationnelle du monde. Merci beaucoup, Gilles Babinet, Mariette Darigrand. Je rappelle votre blog, l'Observatoire des mots. Merci beaucoup à tous les deux.